Salam alaikum az-Zulflaoun. Bonsoir. D'une semaine à une autre, le modèle répressif du régime algérien se confirme de plus en plus avec une cadence accentuée et effrayante des emprisonnements. L'année 2023 s'achève dans un climat de terreur. Sans vision politique ni programme stratégique sérieux, M. Tebboune et ses soutiens entretiennent un climat de peur permanent. Harcèlement judiciaire, ISTN, arrestation décente dans les foyers d'activistes, condamnation. Toute la panoplie répressive possible et imaginable est déployée depuis le début du Hirak pour maintenir sous cloche la société algérienne. Le pouvoir ne supporte pas les voix opposées, dissidentes. Il condamne arbitrairement le harcèlement continu des défenseurs des droits humains, la répression généralisée exercée contre toutes les voix discordantes. Les journalistes et même les simples citoyens sont devenus légion. Cette dérive de l'arbitraire a pris plusieurs facettes, dont la mise au point de lois assimilant l'action au terrorisme, comme l'atteste le fameux article 87 bis du Code pénal utilisé pour justifier les poursuites et les arrestations arbitraires. Les lois liberticides qui ont été adoptées récemment, comme la loi sur l'information et les médias écrits, électroniques et audiovisuels, la loi sur l'activité syndicale et associative, la criminalisation de l'action politique est érigée en système. Et pourtant, les manifestants du Hirak ont fait preuve d'un esprit civique remarquable, donnant l'exemple au monde sur la conduite de manifestations pacifiques, avait déclaré M. Woul, le rapporteur spécial de l'ONU. Constat et réalité d'une situation qui inquiète les organismes internationaux au plus haut niveau. Nous reviendrons juste après cette petite introduction. Liberté et droits de l'homme, la terreur comme stratégie du pouvoir, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Zaki Hennache, défenseur des droits humains, qui est avec nous depuis le Canada via Skype. Zaki Hennache, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Je vous souhaite une très très bonne année. Merci à vous et merci à Al-Mara Libya pour cette invitation. Merci pour tout ce que vous faites pour que les Algériens voient l'information, que le gouvernement algérien essaie au maximum de ne pas de censurer toute une voix libre. Merci beaucoup Zaki Hennache. Zaki Hennache, merci aussi pour votre temps. On aura aussi dans cette émission Mme Nabila Smaïl, avocate militante politique. Elle sera avec nous depuis Alger par téléphone. Je ne sais pas si Maître Nabila Smaïl est avec nous. Ah, pas encore. On aura aussi le plaisir d'accueillir Dr Amira Bouraoui, qui est médecin, aussi activiste politique. Elle sera avec nous depuis Paris. Zaki Hennache, je vais commencer cette émission avec vous. Marhaba bik, Azul Fillah. Zaki Hennache, comment peut-on évaluer, si on peut dire, ou faire le constat d'une année de 2023 concernant donc les libertés, les droits de l'homme en Algérie? Ce que je peux dire, c'est l'année 23, c'est une confirmation et continuité de répression qui a été commencée depuis juin 2019. Surtout l'escalade concernant toute censure du voix libre, opposition, défenseurs des droits de l'homme. L'État algérien est maintenant, le gouvernement ou le système algérien est clair et net maintenant. Il a donné tout ce qui est contre la feuille de route de pouvoir pour l'État ou pour le gouvernement, c'est un criminel, même si c'est un terroriste.
La dernière visite de la porteuse spéciale Marie Lawler sur le rapport préliminaire, elle a dit clairement qu'il y avait deux sociétés civiles. Il y a une société civile qui appartient au pouvoir et l'autre que le pouvoir le voit comme un criminel. C'est ça le problème. Actuellement, l'état est grave. Même les autres, par exemple les reporters spéciaux, même les gens qui visionnent la situation à l'extérieur, comprennent clairement qu'il y a deux lignes. Une ligne que le pouvoir veut que ça soit sa position ou les gens qui travaillent sur la politique ou quoi que ce soit. Non, mais d'autres qui sont pas à leur feuille de route, ce seront des criminels. C'est bon. Ça veut dire, maintenant, c'est soit tu seras avec la feuille de route du pouvoir, soit tu seras criminel. Et l'année 2023, une année pourquoi je dis des confirmations, voyons les condamnations, parce que dans les premières années 2019, 2020, 2021, le maximum les lourdes accusations sont 6 mois, une année, 18 mois, mais cette année-là, parce que en 2022, ils ont commencé de poursuivre les gens par la loi 87 bis, et l'année 2023, les condamnations seront trop lourdes. Maintenant, on attend 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 12 ans. Ça veut dire l'année 2023, la majorité qui ont été condamnés, ce sont des détenus qui ont été arrêtés en 2021, en 2022. Je dis que c'est une continuité parce que le gouvernement algérien n'a donné aucun signe d'apaisement, n'a donné aucun signe d'ouverture. Au contraire, il continue à la fermeture totale dans toutes les fronts médiatiques, de droits de l'homme, politiques. Par exemple, il a confirmé cette année, en 2023, ils ont confirmé la censure de l'MDS et du PST, la Ligue algérienne des droits de l'homme. Voilà, pour moi, pour résumer ça, pour moi, l'année 2023, c'est une confirmation et une continuité de la répression que le pouvoir a commencé déjà avant 2021. Très bien. Très bien. Restez avec nous, Zaki Hennache. Maître Nabila Smaïl est avec nous, avocate, mais aussi militante politique. Maître Nabila Smaïl, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je vous souhaite bien sûr une très bonne année à vous et à vos chers. Maître Nabila Smaïl, comment peut-on qualifier l'année 2023 qui elle vient juste de s'achever en termes de liberté et des droits de l'homme en Algérie? Bonsoir à vous et à toute l'équipe du Maghribia. Bonsoir à nos téléspectateurs. Je me permets de présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année que nous espérons tous voir différente des précédentes, différentes en tout point de vue, c'est-à-dire sur le plan des libertés, sur le plan des respects, sur le plan du respect du citoyen. J'espère que 2024 va apporter un peu de paix, un peu d'apaisement et va enfin laisser ce peuple respirer, parce que 2023, tout comme les années qui se sont succédées après la révolution du sourire, après 2019, ce sont toutes des années qui ont été marquées par cette répression inexpliquée, injustifiée, infondée. Elle a été marquée par ces années, notamment 2023, a été marquée par cette instrumentalisation outrageante de la justice au service du régime et pas au service du peuple par lequel elle rend ses décisions, parce que les jugements sont rendus au nom du peuple, ce même peuple qui est réprimé sans aucune raison, qui est réprimé pour la simple et unique raison d'avoir, qui a comme seul tort d'avoir exercé des droits constitutionnels. C'est une année qui est où la contradiction entre ce que le pouvoir a codifié, a instauré dans sa constitution comme droit, comme liberté, comme respect de la presse, comme interdiction d'emprisonner les journalistes ou de les poursuivre à l'occasion de leurs actes ou de leurs articles ou de leurs écrits, et entre la réalité et ce qu'a connu la justice algérienne depuis ces 3 dernières années, moi je pense que
tout ça met en danger la stabilité de l'État, la stabilité du pays, parce que on ne peut pas parler d'économie, on ne peut pas parler de développement économique, on ne peut pas parler d'évolution, on ne peut pas parler de poids à l'échelle internationale. On ne peut pas être considéré par les autres pays étrangers comme étant une puissance régionale si on n'arrive pas à respecter le SMIG des droits. Donc c'est une année où elle a été marquée par des arrestations, des jugements, des libérations, des acquittements, des questions, des drames, parce que il ne faut pas oublier que derrière tous ces jugements, qu'ils aient abouti vers des condamnations ou vers des acquittements, il y a aussi des situations sociales qui sont nées de ces poursuites. Beaucoup de militants ont perdu leur emploi, beaucoup de militants ont perdu des situations familiales, beaucoup de militants, de par un emprisonnement qui s'est terminé par une libération ou par une fin de peine, c'est vu perdre son travail, peut-être même empêcher d'accéder vers de nouveaux travails, parce qu'il y a dans leur casier judiciaire, il y a eu des condamnations, et vous savez qu'il y a beaucoup de postes qui exigent que le casier judiciaire soit vierge. Donc je ne sais pas qui faudra-t-il libérer, le pouvoir ou le peuple, parce que le pouvoir est emprisonné dans cette boule de peur et de totalitarisme, parce que on ne peut pas être à l'aise quand on sait qu'on ne peut se maintenir au pouvoir que par la répression. Donc je ne sais plus, le dilemme est posé tel quel. On ne sait pas qui doit-on libérer. D'abord, le pouvoir ou le peuple? Parce que le peuple aspire à une liberté qui ne fasse pas de mal, mais le pouvoir a peur de se libérer de cette répression, parce qu'il a peur de se voir jugé, il a peur de se voir interpellé, il a peur de se voir interrogé, contrôlé. Donc une révolution comme celle du 22 février 2019 ne devrait pas faire peur à ce pouvoir, elle devrait le rassurer parce que c'est une preuve que le peuple algérien s'est libéré de la violence, il s'est libéré du dialogue violent, il s'est libéré, il a choisi sa façon de lutter, c'est une façon pacifique, il a choisi de prendre en main son sort, et d'ailleurs c'est ce qui a été remarqué par les rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui ont eu l'occasion de visiter le pays, de rencontrer des militants et de constater que la peur dans laquelle vivent certains militants et la majorité du peuple qui aspire à participer à l'édification d'un état de droit, ces rapporteurs ont jugé et ont constaté que la n'est pas justifié, que les textes ne sont pas en adéquation avec les conventions ratifiées ni avec la Constitution. Donc, le problème qui reste posé, qui doit-on libérer en premier? Très bien. Maître Nabil Esmaïl, vous avez parlé donc des rapporteurs spéciaux qui ont visité l'Algérie. Ça a été marqué aussi donc 2023 par ces visites de Monsieur Voul, mais aussi de Marie Laila. On va écouter les recommandations de Monsieur Voul. Par exemple, sa visite était en septembre 2023, et je reviens à vous juste après ça. Mais ce que je veux dire de surcroît, c'est que, vous savez, quand une victime ne demande pas à vous rencontrer, et lorsque vous-même, vous savez que vous allez dans un environnement difficile, juste pour vous devez faire attention. Quand une victime ne demande pas à vous rencontrer, parce que cette victime a la peur. Voilà. Ça, c'est très important. Elle a peur, évidemment. Qu'est-ce qui peut justifier? Mais pour moi, c'est ce que j'essaie de vous le dire. Les victimes, ceux qui sont détenus, certains même ont refusé de me parler. Certains même ne voulaient pas me rencontrer en personne. Ils disaient non, on ne veut pas parce qu'on a peur. Pourquoi vous avez peur? Parce qu'on pourrait être accusé de tel. Et parfois, certains ont soulevé. Mais ce que
Monsieur Woul, donc, mais aussi Marie Laylor, rapporteuse spéciale, qui avait parlé de déception concernant donc sa visite en Algérie. على الرغم من كل الانفتاح الذي قدمته لي العديد من الوزارات الحكومية والتأكيدات المتكررة التي أتلقاها منهم بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، فإنني أغادر البلاد بخيبة أمل بسبب الفرص الضائعة من أجل ترسيخ الاحترام الكامل لعمل وشرعية المنظمات الإنسانية. Maître Nabil Esmaïl, vous avez entendu donc les deux rapporteurs, ils ont parlé aussi, vous avez parlé de la peur, ils ont donc parlé de cette peur qui existe dans la société algérienne, mais surtout autour des militants des droits de l'homme, des militants politiques. Comment peut-on justifier donc cette peur d'après vous? Pourquoi les Algériens ont peur, Maître Nabil Esmaïl? On ne peut pas la justifier, on devrait d'abord savoir, la question c'est de savoir pourquoi le peuple a peur. Le peuple a peur parce qu'il a en face de lui un régime des tenants du pouvoir qui ont décidé de tout lui interdire, y compris le droit à la pensée. Parce que quand on sait qu'on a eu à traiter des dossiers qui étaient basés sur des intentions, je me souviens d'un militant qu'on avait défendu à Alger qui a été arrêté devant le cabinet de son avocat. Il s'apprêtait à lui remettre la copie d'un arrêt qu'il venait de récupérer de la cour de Louissou. Pour donner l'arrêt à son avocat, il a été interpellé, embarqué et il s'est retrouvé avec une affaire et en tôle. Pourquoi? Tu avais l'intention de rejoindre la marche des chômeurs ou je ne sais pas qu'est-ce que. Donc un régime qui juge et qui interpelle sur la base des pensées et des intentions, ça sort de tout entendement. Maintenant, pourquoi le peuple a peur? Parce que le peuple a peur de cette répression aveugle. Il a peur qu'on le pousse à bout. Il a peur de retomber dans la violence parce que le peuple a peur de deux choses. Il a peur que ça continue. Il a peur d'une réaction qui peut-être il ne pourra pas contrôler. Les gens sont en colère. Ils sont en colère. Maintenant, la peur est en train de laisser sa place à de la colère parce que quand on se sent coupable de quelque chose qu'on n'a pas fait, ça développe en nous un sentiment d'injustice. Et l'injustice développe un sentiment de défense. Et le sentiment de défense, quand on n'a pas les moyens, on défend avec ce qu'on a. Donc, cette répression ne peut pas continuer parce qu'elle est injustifiée. Ils l'ont tous dit, ils l'ont tous remarqué. Et ce qui est encore plus regrettable, c'est que ces rapporteurs internationaux se permettent et se sont permis d'apporter ce genre d'observation, d'apporter ce genre de remarques, parce qu'ils parlent d'un pays qui est membre observateur dans l'Observatoire des droits de l'homme à l'ONU et qui, depuis avant-hier, est devenu membre observateur du service de comment on appelle ça? Le conseil de. Non, j'ai oublié le Conseil de sécurité de Nations, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, quand vous avez un membre qui se vante d'avoir adopté toutes les chartes internationales et toutes les conventions, et que sur le terrain, on vous dit oui, j'ai ressenti la peur chez ceux qui n'ont pas voulu me voir et me rencontrer parce qu'ils avaient peur. Vous savez, juste après, eux, ils partent, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont laisser derrière. Et beaucoup ont dit qu'ils ont été interpellés parce qu'ils ont rencontré ces rapporteurs. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais certains ont eu vraiment peur et ont été obligés d'appeler pour annuler la rencontre. Alors, moi, je ne voudrais pas je n'appellerais pas ça une ingérence, mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi on s'amuse à faire autant peur au peuple et dans un passé très très récent, ce peuple est sorti de beaucoup de drames. Très peu de pays se seraient remis debout après ce que nous avions connu depuis la guerre à ce jour.
Pourquoi on ne veut pas laisser un peu de répit à ce peuple? À quoi il aspire ce peuple? Il aspire à vivre dignement. Il aspire à voir une justice qui ne fasse pas la différence entre un haut fonctionnaire ou un simple citoyen ou un fils de je ne sais pas quoi et un fils d'un Zawali. C'est tout ce qu'il demande. Il demande justice pour tout le monde. Il demande que la loi soit appliquée pour tout le monde. Il demande qu'on le laisse s'exprimer. Parce qu'un pouvoir qui règne et qui gère un pays sans contrepoids, sans opposition, qui va critiquer sa façon de faire, qui va critiquer et discuter et s'opposer à une politique quelconque, économique, sociale ou autre. Un pouvoir qui n'a pas quelqu'un qui lui dit « ça c'est pas bien fait », il va continuer dans sa mauvaise démarche parce que il a fait taire toutes les voix discordantes et il les menace de prison. Donc, comment peut-on gouverner sans avoir un vis-à-vis à qui on rend des comptes et sans avoir peur d'être jugé? D'ailleurs, pour preuve, la Constitution a toujours, toutes les constitutions depuis 2006, a parlé de la haute cour de l'État, qui n'a jamais été installée, parce que c'est la seule haute cour qui a pour mission de juger un président de la République ou un Premier ministre. Elle n'a jamais été installée. Vous avez vu toutes les institutions qui ont été mises sur place, elles n'ont jamais œuvré à stopper cette hémorragie de répression. La Cour constitutionnelle ne s'est jamais ni autosaisie, ni accepté les saisines faites de ceux qui demandent l'annulation de ces articles 87 bis et autres, 96, le 196-12, avec lequel on n'arrête pas de poursuivre des militants qui ont comme seul tort de vouloir exercer un droit qui est de militer pour une vie meilleure. Parce que nous, quand on ne milite pas uniquement pour paraître, on milite pour une vie meilleure, on milite pour un idéal, on milite. Les droits de l'homme n'ont pas de couleur, n'ont pas de nationalité, n'ont pas de frontières. Quand on milite pour le respect des droits humains, ça veut dire qu'on est humain et qu'on cherche à imposer le respect du citoyen aux dirigeants. Restez avec nous, Maître Nabila Smaïl. Des dirigeants aux citoyens. Je rectifie. On essaye d'imposer le respect des dirigeants aux citoyens. Parce que c'est le dirigeant qui doit respecter le peuple, parce que le peuple est source de toute souveraineté, en théorie et dans la Constitution. Très très bien. Restez avec nous, Maître Nabila Smaïl. Docteur Amira Bouraoui, médecin, activiste politique, nous a rejoint donc depuis Paris par téléphone. Docteur Amira Bouraoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et bonne année à vous et à vos chers aussi. Bonsoir Nasser, bonsoir, et je tiens à saluer tous vos invités ce soir et en particulier Maître Nabila Smaïl qui reste droite dans ses bottes et je vais dans son sens dans tout ce qu'elle vient de dire. Bonne année au peuple algérien, bonne année au peuple français, bonne année à tous les peuples du monde. Merci infiniment beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup, Amira Bouraoui. Merci pour votre temps. J'aimerais aussi vous féliciter par rapport à vos examens d'équivalence. Très, très content pour vous. Vous êtes médecin reconnu en tant que spécialiste maintenant en France. Donc, félicitations pour ça. Mais revenons aussi à cette 2023 qui a été une année difficile, si je peux dire, pour vous aussi en termes des libertés et des droits, Amira Bouraoui. Oui, 2023 a été une année effectivement très très difficile. Elle ressemble aussi un peu aux années précédentes, parce que l'emprisonnement de Qadi Ehsen fin 2022 a sonné le glas chez la militante que je suis, parce que j'estime qu'une fois qu'on fait taire des journalistes qui sont la voix du peuple quelque part, et le droit d'être informé, le droit de débattre des questions de la cité, son emprisonnement m'a profondément heurté. Et à chaque fois que j'interviens, je le dis, que ce qui a fait de moi une militante, c'était quelques dizaines d'années avant, c'est quand Monsieur Benchiko avait été emprisonné, et c'est là où avec Bouteflika ça n'allait plus du tout, parce que j'estime que
les journalistes doivent avoir le droit de s'exprimer et de faire débattre de ce qui se passe dans le pays. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Et puis, vous savez, même quand on parle, nous, à partir de l'étranger, qu'on répond aux journalistes, on se fait quand même sanctionner indirectement par le régime. Je me suis exprimée il y a quelques semaines et puis 2 semaines après, on a déboulé chez ma mère un vendredi matin, il y a une dizaine de jours, alors que maman, comme tous les vendredis, elle était au cimetière pour rendre visite à son mari. Elle rentre, elle trouve des policiers en train de filmer notre maison, en train de filmer chez moi, chez elle. C'est-à-dire qu'on essaye de vous faire taire, même quand vous êtes à l'extérieur, en vous faisant du chantage par rapport à votre famille. C'est une répression qui n'a pas de frontières, en fait. Et c'est bien dommage parce que même si on a tous milité contre Bouteflika et les mandats successifs, contre le non-respect de la Constitution en 2008, le fait qu'on rajoute un 3e, un 4e mandat, etc. Mais Bouteflika n'est pas allé jusque-là. Là, ça s'est terriblement durci. C'est un régime très, très, très répressif à qui on appelle à la sagesse. On appelle juste à la libération des militants qui sont derrière les barreaux, la libération des journalistes et de laisser le peuple algérien débattre. C'est le minimum syndical d'un pays démocratique et jusqu'à preuve du contraire, El Jazair Jamhouria Démocratique, c'est ce qu'on nous a appris à l'école. On nous a appris le hurri, on nous a appris la liberté de dire et là c'est juste la liberté de se taire et de se terrer et c'est triste ce qu'on voit, que ce soit en intramuros ou nous, en tant qu'Algériens, poussés quelque part à l'exil, parce que moi, si je voulais m'exiler, je serais parti beaucoup plus tôt. Mais quand vous avez le choix uniquement entre la prison et une liberté avec beaucoup d'amertume, hein, comme tous les Algériens, j'aime mon pays et j'aimerais pouvoir m'y rendre. Mais pouvoir m'y rendre dans le pays, l'Algérie que je connais, telle qu'on me l'a décrite, c'est-à-dire une Algérie libre, où on a le droit de s'exprimer, où on condamne quand même la violence, parce qu'on est des gens sages, et que j'espère que je reste optimiste et que il y ait un minimum de sagesse à l'intérieur du régime et de lâcher prise par rapport à toute cette répression. Amira Bouraoui, vous avez dit qu'on vous a poussé à l'exil, mais vous restez en même temps optimiste. Quand on revient un peu sur votre affaire, Amira Bouraoui, le tribunal de Constantine vous a condamné par contumace à 10 ans de prison ferme. Comment peut-on rester optimiste face à des condamnations pareilles ? Oh, vous savez, le nombre d'Algériens qui sont condamnés et qui sont à l'étranger sont très, très, très nombreux. L'autre jour, j'avais vu Riles Aynouch, un caricaturiste, un jeune Algérien qui se retrouve aussi condamné pour 10 ans. Vous avez Zaki Hannash qui est au Canada, qui est aussi poursuivi. Qui est avec nous dans cette émission, Amira Bouraoui. Je le salue également. Je le salue et je salue sa bravoure et l'aide et le soutien qu'il a pu m'apporter pendant un moment très très difficile. Oui, j'estime que pourquoi quand on voit les autres pays, la diaspora qui est éparpillée dans le monde représente une force. Et alors que nous, on nous accuse de vouloir déstabiliser notre pays, alors que l'instabilité, c'est ceux qui poussent justement à déchiqueter le tissu social qui en sont responsables, à ceux qui empêchent des exilés de rendre visite à leur famille, à ceux qui déchirent le tissu social algérien. C'est eux qui déstabilisent ce pays. Très bien. Et comment vous avez trouvé, Amira Bouraoui, les 2 dernières visites des rapporteurs spéciaux de l'ONU? Ils ont fait donc des recommandations. Et là, par exemple, M. Voul qui a parlé que le gouvernement doit maintenant s'attaquer au climat de peur provoqué par une série d'inculpations pénales à l'encontre d'individus, d'associations, de syndicats et de partis politiques en vertu de lois excessivement restrictives.
est-ce que, je vous pose encore la question et je me la pose à moi-même, est-ce que à l'intérieur de ce régime, il y a une once de sagesse pour renvoyer une image positive de l'Algérie, une image positive qui respecte, comme le disait Maître Smaïl, qui respecte son peuple, qui respecte la liberté d'expression, qui respecte ses journalistes, qui respecte l'activité politique, qui cesse cette chasse aux sorcières, qui ne s'arrête pas depuis des années. Parce que si nous en sommes arrivés un jour à sortir par millions pour condamner ce qui s'est passé sous l'ère, et en particulier les 2 derniers mandats de Bouteflika où c'était vogue la galère, c'est parce que on est le mot social l'adam, c'est-à-dire que à un moment le peuple n'en pouvait plus. Et là, on le pousse quelque part à sortir de ses gonds parce que le climat de peur, ça peut durer un moment, mais ça ne peut pas durer indéfiniment. Un peuple est né pour être libre et pour finir par se libérer. Pourquoi ne pas lui offrir justement cette liberté? Je n'ai jamais été pour la chute du régime. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu des slogans de Isqat Nedam, j'ai condamné cela. Parce que Isqat Nedam, ça devient la gabegie. Et on l'a vu dans les pays où Nedam, ils ont cherché à le faire chuter. Mais on demande un changement de régime, un changement de vision des choses, de la sagesse, une petite matière grise qui puisse s'exprimer, imposer cela. Et non pas ce qu'on est en train de vivre actuellement. On a cette impression que ça navigue à vue. Et quand ça navigue à vue, c'est pas bon. Il n'y a pas d'instabilité. Et personne n'a envie de parier sur un pays pareil. Et pourtant, très rapidement, Amira Bouraoui. Et pourtant, le dernier discours d'Al-Majid Tebboune devant les 2 chambres, qui était qualifié d'historique, si on peut dire, et d'une première, il y avait des députés, des sénateurs qui ont scandé, donc, qui ont appelé Al-Majid Tebboune à briguer un 2e mandat. Oh, Monsieur Nasser, on n'en est pas à la première Issakhinou Fil Bendir. Qui est dans la députation? Qui se retrouve dans la députation dans la majorité des cas? Ce sont des gens, l'Issakhinou Bendir, ça c'est un héritage déjà de Bouteflika et je lui en veux énormément pour ça. Parce qu'on ne devient député qu'à partir du moment où on achète son poste, on ne devient député qu'à partir du moment où on applaudit, on lève une main, voire les 2 et voir les jambes avec. Non, pour moi, l'Assemblée nationale ou la haute cour ne représente qu'un ramassis de personnes qui n'ont rien de contenu pour pouvoir mettre un pays sur rail. Il faudrait que le noyau même du régime décide de se réformer. ولا يغير الله شيئا عند قوم حتى يريدوا أن يغيروا ما بأنفسهم. Merci beaucoup Amira Bouraoui. Merci infiniment. Amira Bouraoui, docteur Amira Bouraoui, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci. Zaki Hanna, je vais revenir à vous. Vous avez entendu le témoignage de Amira Bouraoui, bien sûr. Je vous laisse, si vous voulez rebondir par rapport à ce que vous avez entendu, Zaki Hanna. Moi, je voulais que Amira Bouraoui ne quitte pas parce que je vais vous donner une exclusivité concernant l'affaire d'Amira Bouraoui exactement. Et sachant que le 4 janvier, il y avait la procès en appel sur son affaire, surtout sur le journaliste Moustapha Benjama. Il faut dire une chose, c'est que sur cette affaire d'Amira Bouraoui, aucun Algérien ni Tunisien n'était au courant de sa sortie de Tunis vers la France, sauf moi. Ça veut dire, j'étais la seule personne qui a été impliquée directement sur la pression sur la sortie d'Amira Bouraoui. Elle a resté chez moi pendant 4 jours, à Tunis, et personne n'a été au courant. J'étais le seul. Il y avait un aide des organisations internationales des droits de l'homme en tant qu'était militante à subir les risques d'être extradée vers l'Algérie. Je confirme que en Algérie, personne n'a été au courant. Elle a rentré le mardi, la rentrée un mardi, jusqu'à lundi à midi, personne n'a été au courant, même à Tunis. Personne n'est au courant, ni Tunisien, ni Algérien, même aucun Algérien ni au courant. Ni Moustapha Benjama, ni Samamou. Aucun Algérien. Si vous rappelez Amira Bouraoui maintenant, elle vous confirme ce que je suis en train de dire. Personne n'était au courant, aucun Algérien n'est au courant sur l'affaire d'Amira Bouraoui. J'étais le seul parce qu'elle était chez moi. C'est tout.
Et Amira, si vous vous rappelez Amira, elle va vous confirmer. Aucun Algérien. Moustapha Ben Jama a été au courant au moment que on a décidé de faire une pression sur le gouvernement français. Parce que les Français, ou le gouvernement français a refusé de protéger Amira, a refusé de donner une protection consulaire. Jusqu'à, disons, environ 4h30 d'après-midi que les Français ont réagi positivement pour protéger Amira après une pression médiatique. Si vous revenez sur l'affaire d'Amira, c'est à un moment donné un boom sur les réseaux sociaux et sur les médias français. Donc c'est ce moment, le timing précis. Pourtant, elle était à Tunis depuis mardi. Ça veut dire depuis presque 6 jours. Mais pourquoi? Parce que je redis, aucun Tunisien et aucun Algérien n'était au courant, sauf moi, et ils ont agi, et même les chercheurs d'organisation, ce ne sont pas des Algériens ni des Tunisiens pour protéger, et même pour l'information ne sort pas. Ça, c'est un témoignage unique que les JVT, ça sera aujourd'hui, et vous pouvez rappeler Amira Bouraoui pour confirmer ça. Ça veut dire, ni Moustapha Ben Jama, ni حتى واحد كان على باله. Et pourtant, Moustapha Ben Jama, donc, le tribunal n'a pas accepté sa libération, donc a refusé la libération de Moustapha Ben Jama. Zaki Hnesh. C'est un dossier vide, sans aucune preuve, ni matérielle ni morale. Aucune preuve. Il n'y a aucune preuve, ni matérielle ni morale. Je redis, Moustapha Ben Jama a reçu l'information sur les réseaux sociaux. Et il a reçu l'information, le premier journal qui a diffusé l'information, c'est Le Monde. Ça a été sorti par Le Monde, puis parce que les gens qui ont eu l'information, ça a été sorti par Le Monde, après par les médias français. Là, ça marche sur les réseaux sociaux algériens. Aucun Algérien n'était au courant. Même l'information n'a pas sorti, mais pas de l'Algérie, ni de la Tunisie, elle a sorti de France. Ils ont fait ça pour mettre pression sur le gouvernement français qui a refusé la protection d'Amira. Ça, je répète pour la 3e fois. Et il y a une conséquence directe sur ma situation. Là, la France a refusé mon dossier, parce que mon dossier de réinstallation a été au niveau de la France. La France a refusé mon dossier parce que j'étais impliqué directement sur l'affaire d'Amira Bouraoui. Voilà, la vérité sur le dossier d'Amira Bouraoui, qui se sera pour la première fois être diffusé publiquement parce que Amira, elle a refusé de dire ça pour me protéger parce que j'étais à Tunis. Même si les Tunisiens sont au courant que j'étais impliqué directement, ça sera pire sur mon cas. Ça peut utiliser ça pour argument de m'extrader vers l'Algérie. Voilà. Merci beaucoup Zaki Hnesh pour ce scoop, cette exclusivité. Restez avec nous, Zaki Hnesh. On va revenir à Maître Nabil Esmaïl. Maître Nabil Esmaïl, bien sûr, il y a eu des recommandations des rapporteurs spéciaux qui ont visité l'Algérie. L'experte de l'ONU a observé que 4 principaux types de violations utilisées pour empêcher les défenseurs des droits de l'homme d'exercer leur travail, un harcèlement judiciaire constant, la dissolution des principales organisations de défense des droits de l'homme, des restrictions sur la liberté de mouvement, ainsi que des pratiques d'intimidation et de surveillance ayant de graves répercussions sur la santé mentale des défenseurs et de leurs familles. Allô? Madame Nabil Esmaïl? Oui, je vous entends. Votre réaction par rapport à ce que je vous ai, par rapport à ce qu'a déclaré donc l'experte de l'ONU? Elle a déclaré, c'est ce que nous vivons tous. Ce qu'elle a constaté, c'est ce qui nous désole. Et ma réaction, c'est que je l'ai déjà exprimé devant votre média qui est le seul à rester ouvert aux voix qui n'ont plus de voix, c'est-à-dire le peuple. C'est la désolation. C'est la désolation, parce que je viens d'entendre de la part de Zaki Hnesh, que je salue d'ici, de l'Algérie, de notre pays. Ce que je viens d'entendre me bouleverse, me fait très mal, parce qu'il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils sont accusés d'avoir conspiré, d'avoir préparé ça avec Amira qui est partie parce qu'elle en avait marre de la répression qu'elle subissait. Donc la question qui se pose, c'est que font ces Algériens à l'extérieur et pourquoi sont-ils
contraints à l'exil. C'est ça qui n'est pas normal et c'est ça qui me révolte. Moi, maintenant que des rapporteurs spéciaux viennent utiliser la carte des droits de l'homme pour faire pression sur le pouvoir, ça les regarde parce qu'ils font pression sur le pouvoir avec la carte de la répression et du non-respect des droits de l'homme pour des raisons qui les intéressent et qui les concernent. Et c'est pour faire pression pour leurs intérêts. Personne ne cherche à faire respecter la démocratie et les droits de l'homme en Algérie, y compris ceux qui parlent au nom des libertés. Parce que si ces gens-là avaient vraiment comme vocation de faire respecter les résolutions ou les pactes internationaux, ils auraient eu une autre réaction vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza. Donc on ne peut se libérer, on ne peut compter sur personne pour se libérer. C'est à nous de croire que exiger exiger une meilleure gestion de la chose publique, exiger le respect des droits de l'homme, c'est une pratique. Il faut qu'elle soit dans les têtes de tout à chacun. Parce qu'on ne doit plus... Moi, je vous l'avais dit la dernière fois, j'avais poussé un coup de gueule quand je vous ai dit ce qui me tue dans le langage le langage de tout le monde. Dès qu'on apprend que quelqu'un a été arrêté, notamment un militant, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? C'est pas le fait de l'arrêter qui choque, mais ça suscite une curiosité. Et dès qu'on lui dit il a été arrêté parce que il a publié vous voyez, donc même nous, le citoyen a été formaté, il a été formaté dans sa tête qu'il y a des choses basiques. Le fait d'exprimer un avis, c'est devenu susceptible de conduire à la prison. C'est devenu un acte susceptible d'être privé de sa liberté. Vous savez, ce pouvoir est tellement fort qu'il a réussi à créer ce syndrome chez l'Algérien qui continue à penser que penser est devenu criminel. Alors qu'en fait, ça peut pas être criminel parce qu'on existe à travers nos pensées. Un citoyen est citoyen quand il réclame ses droits, quand il se dit que quand je pars ramener un papier de l'état civil ou quand je rentre, je dépose plainte en justice, je gravis les escaliers d'un palais de justice, c'est pour venir demander mes droits selon la loi. Pas venir perdre mes droits parce que j'ai choisi d'aller en justice et que mon adversaire est beaucoup plus fort que moi. Donc, vous savez, il y a une logique. La logique qui commence par le citoyen. Vous pensez que c'est facile de vivre dans un pays où tout a été effacé, formaté, surtout en ce qui concerne la liberté de presse, liberté d'expression, liberté d'agir. Vous voyez les partis politiques? C'est la sclérose. Les partis politiques dits d'opposition sont sclérosés. Il y en a même qui disent qu'ils sont de l'opposition et qui se préparent aux prochaines échéances. Donc le système a fait des institutions élues, il en a fait des SARL, il en a fait un dispositif Tatchril Shabab, un dispositif à l'absorption du chômage. Tout le monde court vers la députation, les sénatoriales, et on s'en fout du chabr, comme dit Fherres. Voilà, les partis politiques, ils ont des agréments, mais ils ont peur. Ils ont peur. Tout le monde a peur. Et j'arrête pas de vous dire que cette peur pourrait se transformer en autre chose. C'est pour ça que la petite militante que je suis, j'interpelle. On n'implore pas, on implore Dieu. On n'implore pas. On interpelle. Parce que je sais qu'au sein du pouvoir, je sais qu'il doit y avoir des hommes et des femmes jaloux pour ce pays, jaloux pour cette nation. On les interpelle en tant que citoyens qui aimons notre pays. Je ne dis pas que le fait d'avoir choisi de rester en Algérie, c'est un choix imposé. Non, c'est un choix. C'est un choix. Et je respecte le choix je respecte ceux qui ont choisi de partir parce qu'ils n'en peuvent plus. Et c'est vrai que nous aussi, on n'en peut plus. Et c'est pour ça que je dis, quand on n'en peut plus, ça peut devenir autre chose. Il y a de la colère.
Si ce n'est pas la drogue, c'est les publications. Si ce n'est pas les publications, c'est les bandes de quartier. Quand on ramène comme ça des fourgons de jeunes tous les jours que Dieu fait, pourquoi ces jeunes s'adonnent-ils à la drogue? Pourquoi ils s'adonnent à l'haraga? Pourquoi ils s'adonnent à l'agression? Pourquoi au lieu de les encadrer, de les accompagner, de tout faire, d'instaurer une politique une politique d'absorption de chômage réel, pas un projet, on va la banque. C'est pas comme ça que ça marche. Depuis 62, ils n'ont pas construit, n'ont pas bâti les fondations d'un véritable État. On n'a pas fait participer les spécialistes dans la gestion du pays. Il n'y a pas de plan de relance économique. Il n'y a pas de plan de réforme de la justice. Il n'y a pas de plan de prise en charge sociale, ni sanitaire, ni syndicale. Un pays en 2 ans, les ligues des droits de l'homme ont été dissoutes, les syndicats autonomes ont été dissous ou interdits, les manifestations interdites. Pourquoi? Il y a un cadre. Celui qui sort de ce cadre, il faut le remettre. Très bien. Il faut le rappeler à l'ordre. Mais pourquoi tout interdire pour causer des situations explosives? Et on a peur pour notre pays. On ne veut plus de sang, on ne veut plus d'effusion de sang, on ne veut plus de violence dans ce peuple. Le peuple a assez payé. Il demande à être respecté, c'est tout. Merci beaucoup, Maître Nabila Ismail. Zaki Hnash, je vous laisse le mot de la fin. On a peur pour notre pays, a dit Maître Nabila Ismail. Est-ce qu'on peut être optimiste par rapport à cette nouvelle année de 2024 ou plutôt inquiet? Zaki Hnash. Honnêtement et sincèrement, on doit être inquiet parce que, comme j'ai dit avant, il y a aucun climat de paix, le pouvoir n'a donné aucun espoir, c'est bon, aucun apaisement, il y a rien. Le pouvoir, elle va continuer, comme je t'ai dit avant, il est en train de continuer sa stratégie, il est en train de continuer sa répression, sa stratégie de répression, il est en train de continuer de construire le mur de peur qu'il veut faire depuis le début. Pour lui, il faut mettre un mur de peur que aucun Algérien n'ose de critiquer la feuille de route de pouvoir, aucun Algérien n'ose de même dire le contraire ou critiquer pas seulement le gouvernement, mais tout concerne la feuille de route de pouvoir. Je vais juste à la fin, je vais vous donner quelques chiffres actuels. Par exemple, sur ma documentation actuellement, j'ai documenté 227 détenus d'opinion en prison actuellement, dont 192 personnes, 192 détenus d'opinion sont poursuivis par l'article 87 bis pour voir la gravité de la situation. C'est pas seulement il met des citoyens innocents en prison, mais aussi ils le poursuivent par une accusation trop lourde. Il accuse comme des terroristes juste pour une simple publication sur les réseaux sociaux, juste pour un simple avis contre un pouvoir ou contre la feuille de route de pouvoir. Et encore 39 détenus d'opinion sont actuellement en détention provisoire sans être jugés depuis 20 mois. Il y en a qui ont 30 mois actuellement sans être jugés. En plus, je vais juste donner des chiffres pour comprendre la gravité de la situation. Il y en a 37 détenus d'opinion qui ont été condamnés à 5 ans de plus ou plus. 5 ans, 7 ans, il y en a qui ont 9 ans, il y en a qui ont 15 ans de prison ferme. J'aime bien d'être optimiste, mais voyons la répression du régime algérien. Pour moi, 2024, ça sera une continuité et une confirmation de la répression qui a été commencée depuis le début, depuis 2019. Merci beaucoup Zaki Hnash. Merci à vous Zaki Hnash, défenseur des droits humains. Vous étiez avec nous depuis le Canada. Merci aussi à Maître Nabila Ismail. Merci à Dr Amira Bouraoui. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. كان السؤال السابق